Oui, bonjour. Alors, nous voilà avec Nicolas Gilbert et Diego Lega et moi-même pour parler aujourd'hui d'un sujet important, d'un sujet qui concerne l'optométrie globalement, la myopie. Alors, la myopie, c'est quelque chose, c'est un sujet super large. Donc, ça prend en compte la réfraction, les lentilles de contact, la pharmaco. Alors, aujourd'hui, on ne va pas faire quelque chose de complet. On peut pas reprendre tous les détails de la myopie, mais on va essayer de donner des choses pratiques, des informations pratiques qu'on va pouvoir utiliser dans notre vie tous les jours. Bonjour Diego, bonjour Salut, Nicolas, comment salut, salut allez-vous? Nicolas. Ami. Ok. Alors Sam, on va commencer par se poser une question de base. En fait, on entend beaucoup parler de la myopie, mais pourquoi c'est un problème? Alors, tu as raison, on parle souvent de la myopie et on s'arrête au nombre au numéro de la réfraction, à la valeur de la réfraction, alors que la vraie problématique de la myopie, c'est la maladie, la maladie de l'œil, la myopie pathologique, qui pose un vrai risque de cécité. Et si on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est que le nombre de myopes augmente énormément et que la valeur de la myopie augmente énormément. Donc on va essayer de balayer rapidement un petit peu ce que tu viens de dire. Pourquoi ça devient une pathologie? Pourquoi il y a de plus en plus d'enfants myopes? Et ce qu'on peut faire pour les aider. Donc en termes d'épidémiologie, ce sont des chiffres plutôt actuels et qui montrent qu'en fait la distribution elle est un petit peu, elle n'est pas égale dans tous les continents. Donc il y a un aspect culturel, mais aussi certainement un aspect ethnique dans le développement de la myopie. Et on sait que les Asiatiques sont touchés de manière disproportionnée par ce phénomène, avec 83% d'enfants myopes à Taïwan et près la même chose en Chine. L'Europe pour l'instant, s'en sort pas trop mal. Ouais, je crois avoir lu un truc dans une population de l'armée coréenne ou quelque chose comme ça, de l'ordre de 90%. Mm. En fait, je pense que l'information à retenir de ça, c'est qu'on est sur une pandémie. C'est vraiment quelque chose de global et on va arriver, si je ne me trompe pas, à un taux de l'ordre de 90% aux alentours de 2050, 90% de la population mondiale avec myopie aux alentours de 2050. Donc, je pense que s'il y a quelque chose à faire, c'est maintenant. Et là, on se rend compte aujourd'hui on n'a pas de traitement, mais on a des possibilités pour tenter de réduire les évolutions. L'optométrie, tout autour du monde, doit se sentir concerné. On a des modes d'action qui varient suivant les champs d'action des optométristes, mais définitivement, on peut tous agir à essayer de freiner cette évolution. Ouais. Et puis d'un point de vue un peu plus presque philosophique, il y a différentes façons de penser dans l'optométrie et ont tout un intérêt dans le développement de la myopie. Euh, je pense en particulier à l'optométrie fonctionnelle et évidemment à la vision binoculaire. Ouais. Donc, pour continuer sur la question de pourquoi c'est un problème, pour paraphraser ce que tu disais, quand la myopie elle est faible, un adulte qui a moins 0,50 ou moins 1, c'est pas très grave, c'est juste une erreur réfractive. Par contre, sur des valeurs plus élevées, il y a de fortes associations entre la myopie et des choses qui peuvent avoir des conséquences négatives irréversibles sur la vision. Diego? Non, tout à fait. En fait, comme tu l'as très bien expliqué, et d'ailleurs, dans notre pratique de tous les jours aux États-Unis, on a un code spécifique pour cette myopie très haute qui a des risques donc, de pathologie sur l'œil. Ça s'appelle donc la myopie dégénérative. Et ce n'est pas la même façon, la prise en charge ne doit pas être la même que la faible myopie, qui est juste la petite correction, c'est un peu flou de loin. Donc, vous l'avez bien introduit tous les deux, c'est vraiment quelque chose qu'on doit se sentir concerné en tant que professionnel de santé, de la vision, et il faut faire en sorte de mettre tous les moyens en œuvre, et comme tu l'as dit, on a pas mal dans notre palette, dans nos outils, on a pas mal de moyens pour la réduire, même si on ne connaît pas encore tout à 100% sur cette myopie pathologique dégénérative progressive. Ouais, c'est vrai que sur les processus de fonctionnement de l'évolution de myopie, on ne connaît pas tout. Donc, pareil pour les traitements aussi. Alors, moi, je voulais rajouter un petit quelque chose et qui correspond avec la slide que Nico vient de montrer. Quand on nous dit myopie, forte myopie ou myopie pathologique, on pense très rapidement
à détachement de rétine, à problème des trous dans la rétine, de traction sur la rétine, mais il y a aussi plein d'autres choses qui peuvent être associées à la myopie. Donc là, on va faire, je crois, une rapide présentation de ce qu'on peut trouver et de ce qu'augmentent les facteurs de risque augmentés avec la myopie. Et je te coupe, au-delà de ça, Diego, tu faisais référence à la myopie dégénérative. Quand moi j'entends myopie dégénérative, je pense au myope de -15, au myope de -20. Mais ce qui est très intéressant, c'est de s'apercevoir que sur des myopies de valeur finalement assez faible, il y a déjà un risque qui est augmenté dès -3 en fait. Donc ce tableau nous montre, on ne va pas prendre chaque chiffre en détail, mais prenons par exemple un myope moyen entre -3 et -6, et on s'aperçoit que son risque de glaucome est augmenté de x4 et son risque de décollement de rétine x9. Et ça, c'est des choses qui peuvent avoir des conséquences irréversibles sur la vision, alors que les valeurs sont finalement pas si élevées que ça. Des myopes de -3, on en voit tous les jours. Non, exact. Et moi, la plupart du temps, dans ma pratique, j'ai toujours pensé que c'était donc vraiment, oui, ceux supérieurs à -6 qui étaient sur dans ma salle d'examen et que j'allais avoir, tiens, je vais avoir un problème en rétine périphérique ou décollement de rétine. Et tous les trous rétiniens, tous les déchirures rétiniennes que j'ai vues, ça s'est toujours situé entre -3 et -6. Donc, Ouais. personne n'est à l'abri. Bien sûr, il y a plus de risques, plus ça va haut, ça myopie, mais personne n'est sauvé dans la myopie. Ouais. C'est injuste, c'est injuste. Ouais. Alors là, on a quelques photos de fond d'œil de rétine. Alors sur la première, on voit là, ce que Nico est en train de montrer. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est que cette chose, Voilà, Diego? un décollement de rétine qui se forme donc justement en rétine temporale légèrement temporaux inférieur, qui est en fait un risque pour les forts myopes. Et on a aussi, qu'on voit un peu sur les deux premières photos, ce qu'on appelle un staphyloma, donc ce petit anneau autour du nerf optique. Qui est Alors vraiment... le petit anneau autour du nerf optique, là on parle du pupillaire, on est d'accord? Bien sûr. Péripapillary atrophie. Le staphyloma, Nico, tu peux faire un cercle un petit peu plus large. C'est Nico qui a la main là, c'est ça? Sur la main, je peux même certainement dessiner. Ouais, alors le staphyloma, là, on le voit bien, il est beaucoup plus large. Ça, c'est le pupillaire que tu es en train de nous montrer. Ouais. Voilà. On voit Et mes maintenant, qualités de dessinateur. voilà. Maintenant, tu fais un diamètre 4 fois plus grand. Alors, juste, je suis en train d'entourer le disque pour qu'on voit la différence. Donc, la partie blanchâtre, en fait, entre le disque et le deuxième cercle que j'ai entouré, c'est l'atrophie péripapillaire, qui est classique chez le myope. Et on peut voir même plus loin sur ce fond d'œil. Voilà, c'est ça. C'est ça que tu voulais? Voilà, exactement. Et donc là, on voit en fait que le fond d'œil complet, enfin pas le fond d'œil complet, mais la partie macula nerf optique est déformée et on voit qu'elle est poussée vers le fond. En fait, c'est comme un bulge, c'est comme une espèce de gonflement de la partie postérieure de l'œil, ce qui augmente la longueur axiale de l'œil concrètement. Et là, en fait, c'est un type de staphyloma assez particulier qui prend à la fois la macula et la tête du nerf optique. C'est un fond d'œil qui a toutes les caractéristiques du fort myope qu'on appelle tigroïde parce que ça fait penser un peu au pelage d'un tigre. Ces rayures avec des pigments différents. La rétine est tellement fine qu'en fait on devine, on voit le réseau vasculaire qui est choroïdien. La rétine est très fine, ce qui explique pourquoi ça déchire très facilement. Ouais. Alors, je vais juste terminer sur cette histoire de staphyloma parce que c'est vrai que c'est important de comprendre pourquoi est-ce qu'on en parle. Ici, donc là on a la rétine, en fait on a la choroïde, la rétine, la sclère en fait qui grandit, mais par contre à l'intérieur le vitré reste ce qu'il est. Donc en fait on peut avoir une traction du vitré sur la rétine et avoir des foveoschisis, donc des espèces de décollements de fluide à l'intérieur de la rétine au niveau de la fovea. Et au final, donc ce qu'on cherche vraiment à éviter dans des cas comme ça, c'est le trou maculaire. Parce que s'il y a vraiment une traction du vitré, ça peut décoller, ça peut arracher un petit peu la macula, et donc là, on a une vraie chute d'acuité visuelle.
Donc, dans des cas comme ça, dès qu'on sait qu'il y a un staphyloma qui est en place, il faut suivre le patient assez régulièrement pour être sûr qu'il ne va pas y avoir de problème sur la rétine, sur la fovea. Donc là, un conseil à donner aux patients dans ce cas-là, c'est grille d'Amsler. Bien sûr, un follow-up régulier, mais grille d'Amsler obligatoire pour être sûr qu'on n'a pas de perte de vision et qu'on n'a pas de problème au niveau de la macule. Donc, sur la photo d'après, une présentation qui est similaire. Je vais entourer le disque pour qu'on voit bien ce qui se passe. En fait, on a un tout petit disque avec un tout petit cup qui est à peu près ici. Et en fait, tout ça, c'est encore de l'atrophie péripapillaire. Donc là, on est sur de la myopie vraiment dégénérative qui va très très loin. Un fond d'œil complètement atrophique avec toutes les complications dont Samy et Diego viennent de parler. Vous pouvez nous parler de ces images en bas à gauche? Donc là, sur l'image en bas à gauche, on voit qu'on a une membrane choroïdienne néovasculaire. Donc, c'est sur l'OCTA que ça a été analysé. Et oui, dans une complication de la forte myopie, on va avoir en fait la prolifération de facteurs endothéliaux de croissance, VEGF, et donc on va avoir des membranes choroïdiennes néovasculaires. En fait, c'est quoi? En fait, c'est l'épithélium pigmentaire qui se casse, c'est ça, et il y a des trous, et en fait, tu as les vaisseaux qui viennent de la choroïde qui traversent et qui vont vers qui créent des néovaisseaux et qui vont vers la rétine, on est d'accord, Diego? Oui, en fait, pourquoi on a sur ce saignement dans le même cas que des DMLA humides, c'est qu'on a ces nouveaux vaisseaux qui viennent proliférer, des vaisseaux qui sont fabriqués entre guillemets à la hâte, rapidement, de mauvaise qualité et qui saignent. Donc sur la photo suivante, comme on l'a vu avec le tableau qui résume l'épidémiologie, c'est une complication qu'on trouve fréquemment chez les myopes. C'est un sujet qui est ultra glaucomateux, donc avec le disque et un cupping ovalisé, verticalisé avec des encoches verticales à midi et à 6 heures. Ça, c'est un glaucome de stade très avancé. Un petit commentaire sur la jeune fille en bas à droite? Je pense que la paire de lunettes est optimisée pour cette patiente. Voilà. C'est ce que tu voulais noter, c'est ça? Exactement. Alors, exactement. on a un vrai travail à faire. C'est vrai que l'opticien a un vrai travail à faire quand on a des fortes corrections comme ça. Il ne faut pas oublier le côté pratique et le côté réaliste de la paire de lunettes. Là, la pauvre petite, ça ne lui va pas du tout cette chose. C'est trop grand pour elle. Alors, prenons un cas pratique. Un garçon de 9 ans qui est déjà myope de moins de 50 sur chaque œil. Il passe environ plus de 3 heures par jour sur son téléphone, comme beaucoup d'enfants. Comme ça l'occupe beaucoup avec passion, il passe peu de temps à jouer dehors, moins d'1 heure. Ses parents sont myopes de moins 2 et de moins 4. Et il a eu sa première paire à l'âge de 7 ans, donc il y a 2 ans. Qu'est-ce que vous pouvez, quel est votre ressenti sur ce cas? Alors, 9 ans, 3 heures par jour sur le télé. Alors déjà, 9 ans, myope de 2,50, on sonne une petite alarme. Une histoire familiale myope. Et surtout, ce qui m'alerte ici, c'est les 3 heures par jour sur son téléphone et quasiment rien dehors. Il ne passe pas de temps dehors. Donc là, je me pose la question de l'évolution myopique sur un enfant comme ça. Je me demande ce qui va se passer dans les années à venir. Et là, quand on est à 2,50, c'est le moment d'agir. C'est le moment de se dire, OK, est-ce qu'on attend de voir jusqu'où il peut monter ou est-ce qu'on essaie de freiner son évolution? Ouais. On reprécise quand même que dans l'évolution myopique, il y a un moment où techniquement l'œil il s'allonge et on ne sait pas le raccourcir, l'œil. On ne sait pas revenir en arrière en termes d'élongation axiale. Donc, tu as entièrement raison, c'est maintenant qu'il faut intervenir. Et c'est toujours compliqué, c'est à savoir à partir de quel moment
dans la myopie, à partir de quel numéro on va commencer à mettre les moyens en place pour freiner cette myopie. C'est toujours un peu compliqué. Et Diego aussi, pour répondre à ça, c'est l'autre problème en pratique, c'est qu'est-ce qui est normal? Est-ce que si on le revoit chaque année qu'il augmente de 0,50, est-ce qu'on est satisfait en se disant ouais, bon, c'est à peu près normal qu'il augmente? Est-ce que c'est 0,25? Est-ce que c'est 0,75? Bien sûr, tout ça, c'est subjectif. Est-ce qu'une augmentation de 1, ça paraît correct? Est-ce qu'une augmentation de 0,50, ça paraît correct? Tout ça, il y a un petit facteur subjectif. Et le problème dans tout ça, c'est qu'on ne sait jamais vraiment où ça va finir. Donc, dans les facteurs de risque que ce jeune homme de 9 ans a, en fait, il a tous les facteurs de risque. Il y a son père et sa mère sont myopes, donc il y a la partie génétique. Il passe beaucoup de temps auprès sur son téléphone. L'ethnicité, on n'a pas l'information, mais disons qu'on fait attention. Et l'exposition à la lumière naturelle a un rôle démontré dans l'évolution ou la non-évolution de la myopie. Il y a une étude récente qui est sortie aux États-Unis qui a démontré que les jeunes Américains passaient moins de temps dehors que les prisonniers américains. Je la connais pas, celle-là, elle est belle. J'aime bien cette info. Donc, pour illustrer cette importance, les études montrent que si quelqu'un passe entre 40 et 80 minutes, donc environ 1 heure par jour dehors, il diminue son risque d'évolution myopique de 23 à 50%. Si, comme notre cas, il passe plus de 3 heures auprès et moins d'1 heure et demie à jouer dehors, son risque myopique augmente de 2,6. C'est des gros facteurs. Et les enfants hémétropes passent donc 4 heures de plus environ dehors que les enfants myopes. Donc, même si on ne sait pas exactement pourquoi, on sait que ça a un rôle de jouer dehors. Donc la question évidemment, c'est pourquoi la lumière naturelle ou pourquoi jouer dehors? Est-ce que ça a un rôle dans le développement de la myopie? Donc il y a différentes théories et on en est au stade des questions. La première théorie, c'est de se dire que l'exposition aux UV joue un rôle dans la croissance physique, dans l'élongation du globe oculaire. Ce qui pose une question pratique, c'est est-ce qu'il faut mettre des filtres UV chez les enfants dans leurs lunettes et ou leurs lentilles, ou est-ce qu'au contraire, il faut les laisser exposer aux UV et à la lumière bleue? La deuxième théorie, c'est que la lumière naturelle augmente la sécrétion de dopamine, qui est un neurotransmetteur qui a pas mal de rôle aussi dans la croissance de l'œil. Et évidemment, la théorie numéro 3, qu'on comprend bien en tant que professionnel de la vision, c'est que quand l'enfant joue dehors au foot, sa focalisation, elle est en vision de loin, et donc pas ou peu d'accommodation, pas ou peu de convergence. Ouais. Alors, je vais juste en fait mettre un côté pratique à cette chose-là, parce que c'est vrai que si on revient sur notre enfant là, de 9 ans qui porte ses lunettes depuis 2 ans, la première question des parents, souvent, ça va être alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est sûr que la plupart des parents sont sensibilisés à ah oui, mais il passe trop de temps sur son ordinateur, il passe trop de temps sur son téléphone. Ça, c'est clair. Il faut appuyer là-dessus. Moi, je suis assez pour leur donner des règles. Les parents demandent des règles, demandent des manières de faire. Donc, limiter, trouver une espèce d'équilibre entre le temps sur ordinateur ou le temps sur téléphone et le temps à l'extérieur. Trouver une espèce d'équilibre entre ces deux-là. Leur donner des réels conseils, pas leur dire oui, diminuer. Ça m'arrive assez fréquemment pour un enfant de 9 ans de dire plus d'une demi-heure par jour sur un écran en vision de près, c'est trop. À cet âge-là, à part pour les devoirs, et là je précise bien, à part pour les devoirs, parce que la problématique devoir, en fait, elle est mélangée avec la problématique jeu, iPad, YouTube. Je pense qu'il faut être clair. On ne va pas leur interdire de regarder, de faire leurs devoirs. Par contre, parce que souvent c'est la réponse des parents, oui, mais il doit faire ses devoirs et à l'école il l'utilise, bien sûr. Mais par contre, en parallèle de ça, il faut leur expliquer que limiter le reste est primordial, fondamental. Et que ce temps passé à jouer sur l'iPad ou le téléphone, ils peuvent le passer dehors ou à faire des choses tout à fait autres. Ça, c'est important, je pense, de leur donner ce conseil-là. Et Diego, tu dis… Oui ? Ouais, juste une autre remarque, c'est l'éternel, en
on entend ça toute la journée, c'est des parents qui disent à leur enfant, mais je te l'avais dit, je t'ai dit qu'il faut utiliser moins ton téléphone, ton iPad, ta tablette. Et je pense que le professionnel de la vision, il a un rôle à jouer parce que je pense que ça a plus de poids quand ça vient d'une tierce personne qui ne sont pas les parents. Et surtout, ça permet aux parents de se dédouaner, de dire, c'est pas ma décision, regarde, c'est Samy, il a dit qu'il fallait que tu arrêtes d'utiliser ton téléphone. Mais je suis d'accord avec Nicolas et Samy, et Nicolas me touche un point intéressant, c'est que les parents viennent souvent nous voir pour avoir, entre guillemets, la paire de lunettes avec le traitement magique pour que les myopies s'arrêtent, ou la lentille par exemple magique, ou la goutte magique, ou la pastille à gober magique. Et Nicolas, tu as raison en disant oui, quand on leur dit c'est l'appareil, bah, je te l'avais dit, sauf que des fois, et c'est difficile, donc on éduque aussi donc l'enfant, mais aussi les parents en disant oui, mais pour éviter qu'il passe du temps de près, il faut le sortir. Et c'est un peu délicat aussi. Et donc, Nicolas, tu as raison en disant les parents se sont un peu rassurés de dire c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'enfant, je lui ai dit. Mais il y a quand même un rôle, attention, pas facile, je le conçois, où en fait, c'est aussi les parents à sortir l'enfant pour éviter qu'il soit de près. Ouais. Non, mais c'est sûr qu'on a un rôle à jouer auprès de la famille. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose, mais vous avez des parents qui disent oui, mais mon fils passe trop de temps sur son ordinateur, trop de temps sur son iPad. Vous êtes en train de faire l'examen de vue de l'enfant, vous tournez la tête, le papa il est sur son téléphone et il est bloqué sur son téléphone. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi c'est quelque chose qui m'arrive tous les jours. Donc là, par contre, j'essaie de leur faire comprendre que la problématique n'est pas la même, que leur enfant il est en développement, que l'œil de leur enfant il est en développement, et que là aujourd'hui il est à -2, mais si on ne fait rien, il va finir à -6, -6, -8, -10. Et un autre problème, qu'est-ce qu'on fait des enfants qui, leur loisir, c'est de lire des romans? Qu'est-ce qu'on fait? C'est délicat. Bah là, pareil, il faut les inciter. Enfin, ce que j'essaye, c'est on va pas les blâmer de lire. Par contre, on peut leur faire comprendre qu'il y a un juste milieu et ne pas négliger l'extérieur. Ouais. Donc, ne pas avoir du tout de myopie, c'est un peu illusoire, je pense. Mais j'avais trouvé ces chiffres intéressants. Finalement, limiter la myopie en dessous de -5, donc de plan à -5, ça permet quand même d'améliorer assez dramatiquement le pronostic visuel du futur adulte, donc de nos enfants myopes. Donc, par exemple, s'il a moins de -5 de myopie, risque de glaucome diminué de 67%. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, il ne faut pas non plus être trop optimiste dans ce qu'on peut faire, mais chaque dioptrie, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque dioptrie, elle a un intérêt, en particulier à partir de -3. Donc, comment est-ce qu'on va, c'est la question dont on discutait un peu avant, c'est comment est-ce qu'on va se dire, tiens, cette évolution, elle est normale, elle n'est pas normale. Donc, évidemment, il y a l'erreur réfractive. De combien est la réfraction subjective? Ensuite, il y a la cycloplégie. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a deux parts. Il y a la part d'évolution, la vraie évolution myopique où le globe s'est allongé, mais il y a aussi une part de suraccommodation chez l'enfant ou chez le jeune adulte. Et la cyclo, elle va nous donner cette information. Et cette partie de suraccommodation, c'est quelque chose sur laquelle l'optométriste peut intervenir de manière assez facile, par exemple avec de l'EVM ou certains des exercices, des verres. Mais la vraie évaluation de l'évolution, elle va se faire en mesurant la longueur axiale. Le risque myopique, ce n'est pas un risque qui est juste réfractif, c'est le risque sur l'élongation de l'œil qu'on peut mesurer. Donc les études, elles ont regardé cette élongation. Nous, on parlait en termes de dioptrie, mais en fait, c'est vrai que c'est plus intelligent de parler en termes de millimètres, de regarder de combien l'œil s'est allongé. Et il y a des tables qui nous disent ce qui est normal ou ce qui n'est pas normal en termes d'élongation. Donc, en gros, 0,1 mm d'élongation avant l'âge de 12 ans, c'est normal dans la croissance de l'enfant, et moins de 0,1 mm par an après l'âge de 12 ans. Le but étant d'arriver à un adulte qui a une myopie de moins de -3 et une longueur axiale de moins de 26 mm. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que professionnel de la vision? Tous les professionnels de la vision, opticiens, ophtalmos, orthoptistes, optométristes, qu'est-ce qu'on peut tous faire pour ce problème de santé publique qui est la myopie?
Alors, je crois que la première chose, c'est d'essayer de se débarrasser des légendes urbaines qui ont été véhiculées pendant des années. Et la première, on va jeter la pierre dans la mare, pas de sous-correction. C'était très à la mode en France pendant des années, et certainement dans d'autres pays du monde. On se disait, tiens, si je sous-corrige sa myopie, ça va aider l'évolution. En fait, les études, elles ont montré exactement l'inverse. Il ne faut pas sous-corriger, il ne faut pas non plus sur-corriger, évidemment. Il faut lui donner la bonne réfraction subjective. Les corrections qui sont que de loin, alors elles n'ont pas de rôle. Si, elles ont un rôle, elles permettent à l'enfant de voir clair. Mais elles n'ont pas de rôle dans l'aide à l'évolution myopique. De la même manière, les lentilles rigides classiques et les lentilles souples sphériques n'ont pas de rôle dans l'évolution myopique. On a dit pendant des années que les lentilles rigides allaient aider à freiner l'évolution myopique, c'est faux. Ça, c'est complètement faux, ça. Donc maintenant, on va parler de ce qui marche. Alors, je vais juste revenir là, sur la diapo précédente quand tu disais notre intervention. Je sais que j'en parle beaucoup, mais notre discours est notre première intervention. Et ça, c'est valable dans tous les pays du monde. Ce n'est pas valable qu'en France, qu'aux États-Unis. Ça, on peut l'avoir partout. Donner des conseils ergo aux patients, augmenter la distance de lecture, diminuer le temps de lecture de près, diminuer le temps d'écran, l'hygiène visuelle, tout ce qu'on est en train de se dire, tout ce qu'on a déjà dit, c'est je pense, la première pierre à l'édifice et je pense une des plus importantes. Parce qu'il y a une grande part comportementale à la myopie et si on peut jouer là-dessus, on a déjà gagné en partie. Donc, ce n'est pas à négliger. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer aux techniques, entre guillemets, pour essayer de réduire l'évolution, mais ne pas négliger la première partie. Elle est primordiale, je pense. Donc là, on passe au côté technique. Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer d'éviter l'évolution? Alors, tu as commencé, la première, c'est, on parle de l'atropine, c'est ça? Ouais, donc l'atropine, ça fait des années que les chercheurs, ça a commencé en recherche, savent que les antimuscaréniques, l'atropine ont un rôle dans l'évolution myopique. Les études, elles regardent beaucoup de choses. Et la première question, c'est pourquoi est-ce que l'atropine fonctionne? Et en fait, je crois qu'on ne sait pas vraiment pourquoi l'atropine fonctionne. Il y a différentes théories. On ne va peut-être pas rentrer dans le détail des différentes théories, mais donner la plus classique, c'est de dire qu'en gros, pour le faire court, l'atropine va permettre d'éviter à la sclère de s'allonger. L'atropine n'agit pas aux doses qu'on utilise dans le contrôle myopique en bloquant l'accommodation. Ouais. Elle a très peu d'effet sur l'accommodation. Parce qu'on sait évidemment que l'atropine qui est utilisée pour d'autres indications crée une dilatation de la pupille, crée une sensibilité à la lumière, a plein d'inconvénients, mais pas aux doses utilisées dans l'évolution myopique. Mais ça, c'est les premières questions qu'on se pose. En fait, avant même d'utiliser l'atropine pour les myopes évolutifs, je me posais vraiment la question de comment est-ce qu'ils vont réagir, quel effet secondaire ils vont avoir. Et en fait, c'est très rare, c'est vraiment très rare cette dose-là d'avoir un flou, une vision floue, ou une hypersensibilité à la lumière, ce genre de choses. Au final, il n'y a pas vraiment de side effect. C'est assez. Vous avez beaucoup d'effets secondaires, vous? Jamais reporté, moi, dans mes patients à qui j'ai prescrit ça, jamais reporté. Donc, je crois qu'il y a deux choses. Je crois qu'il y a deux types d'effets secondaires. Il y a l'effet secondaire un peu immédiat. Donc, évidemment, ceux auxquels on pense, c'est perte d'accommodation et dilatation. Non, moi, perso, je ne les ai pas entendus. Il y a certainement une perte d'accommodation, peut-être entre 1 et 3 dioptries, mais chez un enfant de 8 ans, ce n'est pas très grave, puisqu'il doit avoir 200 dioptries d'accommodation disponibles. Ce que je veux dire, donc c'est pas vraiment un problème. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est l'effet à long terme. On utilise quand même un médicament chez un enfant pendant certainement des années. Et on ne sait pas bien ce que ça va lui faire quand il aura 40, 50 ou 60 ans. Parce qu'on sait que c'est des médicaments qui peuvent avoir un effet toxique sur le système neuro. Ouais, tu as raison. C'est un peu la question qu'on se pose. Et c'est un peu la peur des parents. C'est, OK, on commence un traitement et souvent la réponse est « et pour combien de temps alors? Et combien de temps on va le… » Ouais, c'est ça. Et c'est normal en tant que parent. Un traitement, entre guillemets, pour une infection, un traitement de 5, 7, 10 jours,
ça dure pas longtemps. Mais dès qu'on commence à amener le traitement, c'est un traitement qui va devoir être pris pendant plusieurs années, ça effraie les parents, ouais, bien sûr. Ouais. Mais nous aussi, moi, je suis frileux avec ça. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis assez frileux. Hein. Je le fais. Hein. Je la prescris, l'atropine, bien sûr, mais j'ai toujours. Alors, c'est une. Je prends beaucoup de temps avec les parents pour leur expliquer la problématique. Et ils prennent une décision en connaissance de cause. Je pense que c'est important. Je suis d'accord avec toi. En fait, c'est une situation où il faut, on dit en anglais, il faut choisir son poison. Si on fait rien, il y a des risques. Et si on choisit l'une des méthodes d'intervention, il y a des risques. Il n'y a pas de solution idéale. Donc, c'est une discussion qui peut se prendre avec les parents en fonction de l'enfant. Sur l'atropine, il y a beaucoup d'études qui sont en cours, mais on s'oriente vers des doses entre 0,01% et 0,02%. Pour l'instant, c'est des médicaments qui ne sont pas disponibles en France en pharmacie, mais ça devrait arriver, puisque, comme le montre la photo à droite, ça existe en Asie. On peut acheter de l'atropine en unidose dosée pour le contrôle myopique. Alors, l'autre grande solution de contrôle myopique, c'est les solutions qui s'attachent à la défocalisation périphérique. Samy ? Ouais, alors ça, je pense qu'on est tous bien au courant de ça. Donc, le compétiteur de l'atropine principale, c'est l'orthoquet. Alors, moi, je fais pas d'orthoquet, très honnêtement. Je sais que ça marche bien, je sais que beaucoup de monde en fait, et ça a l'air d'être très à la mode. Moi, la problématique, c'est le risque d'infection. C'est-à-dire que pour moi, l'orthoquet, il est bien. Enfin, les études montrent que ça ralentit de la même manière, en tout cas du même pourcentage que l'atropine. Moi, la prise de risque d'infection chez l'enfant, elle me freine un petit peu. Je sais que c'est un avis purement personnel. Hein. Je donne de leçons à personne là-dedans, c'est un avis purement personnel. Vous faites de l'orthoquet, vous ? Oui, moi j'en fais, mais juste pour éviter de porter des lunettes ou des lentilles la journée. Pas pour dans le cas de la contrôle de la myopie. Moi, je suis comme toi, Samy, je ne suis pas confortable à équiper un enfant de 7 ou 8 ans avec une lentille d'orthokératologie, avec le risque infectieux que je vais devoir gérer derrière. Je dirais même surtout si les parents ne sont pas porteurs de lentilles. Si quelque chose arrive, les parents sont en pleine nuit ou des choses comme ça. Alors, cela dit, l'une des autres solutions très à la mode, c'est les lentilles souples qui ont une géométrie qui va faire qu'il y a une défocalisation périphérique. Donc, il y a des lentilles qui sont utilisées, c'est les lentilles multifocales avec un centre pour la distance, qui vont obtenir à peu près le même résultat, ça marche plutôt bien. Mais là aussi, on a un risque infectieux. Ouais. On a un risque infectieux qui est à peu près d'ailleurs équivalent. Ouais, quasi équivalent. C'est le même en fait. Mais la seule petite différence pour moi, et alors après, ça dépend de la population. Dans ma population, le prix est un vrai frein à l'orthoquet, clairement. Donc ça, c'est sûr qu'il faut le prendre en compte. Alors les parents veulent faire le mieux possible pour leurs enfants, mais c'est sûr que quand je parle du prix des lentilles, du prix d'adaptation à l'orthoquet, c'est un super frein dans ma population. Ça doit dépendre des populations, je pense. Alors, je propose aux parents, bien sûr, je leur en parle. Je leur parle surtout, enfin, je leur parle entre autres des lentilles souples multifocales. Et je fais pas mal de Biofinity à distance. Voilà, c'est celle que j'utilise en général. Toi, Nico, tu utilises quoi comme lentille ? Alors moi, je n'utilise pas de lentilles multifocales chez l'enfant pour les raisons infectieuses. Je ne veux pas risquer un ulcère central chez un enfant. Faut se rappeler de pourquoi on fait ça. On fait ça pour lui éviter un risque statistique de développer une pathologie visuelle qui peut lui affecter sa vision de manière permanente. Je préfère que ça lui arrive à 45 ans qu'à l'âge de 7 ans. Je préfère rester sur une solution qui, pour moi, est plus sûre dans l'immédiat. Donc, je fais essentiellement de l'atropine et ou de
la partie plus optométrique, c'est-à-dire regarder sa vision binoculaire, regarder si une aide de près pourrait l'aider dans sa situation. Bien sûr, bien sûr. Je suis complètement d'accord. Pour reprendre ce que tu disais, l'orthoca a des résultats qui sont similaires à l'atropine. Le risque infectieux est à peu près similaire à celui de l'utilisation d'une lentille souple silicone hydrogel. Effectivement, il y a un problème. Il faut penser à ça en termes, comme tu disais, en termes de pandémie, en termes de coûts, en termes de disponibilité des spécialistes qui sont capables, les contactologues qui sont capables de faire une adaptation en orthoca. Et ce ne sera jamais une solution de masse, l'orthokératologie. Je pense en particulier à la population asiatique. On revient sur ce dont tu parlais tout à l'heure. Évidemment, l'hygiène visuelle, c'est une discussion qu'il faut avoir avec les enfants et leurs parents. Limiter le temps sur écran, parler de la distance, parler des conditions d'éclairage, parler de faire des pauses. C'est extrêmement difficile pour les enfants d'aujourd'hui. Non, bien sûr. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, que ce soit leur temps d'études, de travail ou de loisirs, c'est passer de près sur un appareil électronique ou une distance de près pour un livre, un bouquin, etc. Finalement, si on essaye de résumer un peu ce qu'on a dit sur ce qu'on sait aujourd'hui de la myopie, d'abord, il y a beaucoup de questions et on n'a pas toutes les réponses. Personne ne les a. Ce n'est pas vraiment un problème de lunettes, mais c'est un risque de perte visuelle plus tard dans la vie, avec des pathologies associées comme le glaucome, le décollement de rétine, les maculopathies. On a des traitements qui sont efficaces, ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Ce qui est sûr, c'est que ne rien faire chez un enfant dont l'évolution myopique est un peu trop rapide, c'est mal. Donc, on recommande une intervention. Ouais. Alors, je vais juste rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure et ça permet de continuer ce que tu es en train de dire. En fait, l'action qu'on va avoir, il faut qu'on ait une action et l'action, elle va être... il va falloir qu'on la pèse en fonction du patient qu'on a en face de nous et de la situation. Il n'y a pas une bonne solution. Il y a plusieurs bonnes solutions qui donnent de l'espoir, mais il n'y a pas une seule réponse. On voit bien que les stats montrent que entre l'orthoquet, la lentille souple multifocale et l'atropine, le résultat sur l'évolution myoptique est quasi identique. Donc après, à nous de voir. À nous de voir avec les parents, à nous de voir quelle est la solution avec laquelle on se sent le plus confortable et choisir ce qui est le meilleur pour le patient. Tu as raison, tout à l'heure, tu disais lentille souple pour un enfant de 7 ans. Je suis d'accord avec toi, je ne le ferai pas. Et je ne le fais pas. Par contre, pour un enfant de 12-13 ans, je ne me pose pas vraiment la question. Là, je vais en lentille souple multifocale en le suivant plus régulièrement. Ouais, mais le problème, c'est qu'à 12-13 ans, on se dit peut-être qu'on aurait fallu le faire avant. Donc, bien sûr. Il y a 12 ans qui nous intéresse, quoi. Bien sûr, à 12 ans, ne rien faire, c'est aussi bête, mais c'est plus pour ce qui est plus jeune que 12 ans. Ouais. Bah, là, moi, j'avoue que je favoriserais l'atropine. En fait, pour le jeune, je trouve ça plus facile à manager que les lentilles. Ouais. Donc, merci à tous. Voilà un petit tour rapide. On pourrait en parler pendant des heures. C'est juste notre avis. C'est un problème qui est extrêmement complexe et je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir les réponses. Mais en tout cas, la science avance pour aider la population sur le contrôle myopique. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.